Si nos informations sont exactes, l'artefact recherché depuis des décennies par toute la communauté scientifique devrait se trouver quelque part par ici. Allez, suivez-moi! En juger par le type de confection et le cuir utilisé, je dirais que cette valise a été cachée ici pendant la Seconde Guerre mondiale, afin que l'artefact ne tombe pas entre de mauvaises mains. Voilà, chers spectateurs, normalement dans cette valise se trouve le plus grand mensonge de l'humanité. Voilà, chers spectateurs, normalement dans cette valise se trouve le plus grand mensonge de l'humanité. Attends, c'est ça le plus grand mensonge de l'humanité ? Voilà, c'est la fin de cet épisode 2 de Y'a plus de saison. Je vous promets de sortir l'épisode 3 plus rapidement. Sydney Fox l'Aventurière, ou Relic Hunter dans la langue de Shakespeare, est une série canadienne en 3 saisons, créée en 1999 par Gil Grant, surtout connue pour NCIS et NCIS Los Angeles, et diffusée en syndication. Comment ça, tu n'as aucune idée de ce qu'est la syndication et tu veux que je t'en explique la signification? Non, ça va, c'est pas la... La syndication est une pratique très utilisée aux États-Unis, mais également présente à moindre échelle en France, qui consiste à vendre les droits de diffusion et de reproduction d'une série à plusieurs chaînes simultanément. C'est notamment grâce à cette pratique que les chaînes de la TNT peuvent remplir leur grille de diffusion. La syndication est une pratique qui a été utilisée pour des séries comme Alerta Malibu, Babylon 5 ou encore Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc, dans cette série qui mélange plus ou moins droitement l'action, le fantastique, l'aventure ou l'historique, on suit les aventures du professeur Sydney Fox, incarné par Tia Carrere, que vous avez pu voir entre autres dans Lilo et Stitch et Wayne's World, accompagné de son assistant britannique Nigel, interprété par Christian Arnold, que vous avez pu voir entre autres dans... dans rien d'autre de connu en fait. Bon, attendez, pour lui faire plaisir, on va dire qu'il a joué dans d'autres trucs. Donc, interprété par Christian Arnold, que vous avez pu voir entre autres dans Il faut sauver les soldats Riyad, Les 100 pieds de la gloire, La mort aux trousses, et dans Ben 10 le film. Bon, ça c'est vrai par contre, il a vraiment joué dans le film Ben 10. Donc, c'est vrai, il y a vraiment eu un film Ben 10. Donc, dans cette ersatz de Lara Jones et Indiana Croft, on suit la chasse aux trésors archéologiques menée par Sydney Fox et Nigel, son assistant comic relief, dans le monde entier. Ils traquent afin de les remettre à des musées, les étudier ou les rendre à leurs propriétaires d'origine dans le cas où ils auraient été volés. Ils sont aidés dans leur tâche par la secrétaire de Sydney Fox, Claudia. Oh, je te jure, ma chérie, c'est super génial. Élu pendant 5 années consécutives comme le personnage le plus détestable dans une série télé par Moi Magazine. Par quoi? Par Moi Magazine. C'est quoi ça? Tu connais pas Moi Magazine? Moi Magazine, c'est chaque semaine votre moment d'émotion. Retrouvez nos recettes gourmandes dans nos pages cuisine pensées spécialement pour moi. Parcourez nos pages sorties pour vous évader l'esprit. Bien sûr, n'oubliez pas que votre corps est votre temple, alors prenez-en soin dans nos pages sport. Moi Magazine, c'est votre moment d'émotion pour le prix d'un pain au chocolat. Un paquet de camel offert pour un abonnement de 6 mois acheté. L'intérêt de la série réside principalement dans les artefacts recherchés par Sydney et Nigel, qui ont parfois un ancrage historique bien réel. Comme par exemple la couronne du roi d'Irlande, la statue de la déesse Mabdet à tête de panthère, ou encore la première croix de Saint-Antoine. Bon, il est vrai que parfois les artefacts recherchés ont un ancrage historique un peu plus... un peu moins... Bon, on voit qu'ils en ont rien à foutre de l'histoire, quoi. Comme quand ils recherchent des extraterrestres, ou la guitare d'Elvis Presley. Ah putain, c'est trop con que j'ai pas de bras, j'avais une bonne vanne à faire. L'autre intérêt de la série, c'est la relation qu'entretiennent Nigel et Sydney. Lui, n'étant pas courageux pour un sou, s'en remet souvent à la force, au savoir, et à la maîtrise du karaté de son mentor Sydney Fox, qu'il essaye quand même d'impressionner, malgré sa couardise et sa peur de l'aventure. C'est vrai que c'est pas pratique d'avoir peur de l'aventure quand on est aventurier, hein. C'est comme si un boulanger avait peur de la farine. Ou comme si un coiffeur avait peur des cheveux. Ou comme si un vidéaste sur YouTube avait peur de faire des vidéos sur YouTube. Ouais. Ouais. Le premier épisode, nommé sans aucune originalité le bol de Bouddha, commence au Népal en 523 avant JC, où ce qui a l'air d'être un moine en robe rouge distribue aux pauvres qui l'entourent de l'argent qui apparaît par magie dans un bol en bois qui, on l'apprendra plus tard, appartenait à Bouddha. Après que ce bol magique ait attisé les convoitises de quelques badauds mal intentionnés, et avant qu'ils ne jettent nonchalamment le bol dans une rivière, l'homme à la robe rouge arrive à arrêter des épées à main nue et parvient même à dire une réplique super mal traduite en français. Ne soyez pas jaloux de l'émerveillement de vos voisins.
Dans le présent, maintenant, on fait la découverte de Nigel, arrivé fraîchement en Angleterre pour prendre le poste d'assistant de la renommée professeure Sidney Fox. Arrivé à son bureau, il tombe sur le personnage le plus détestable dans une série télé. Et tu devrais voir comme les couleurs claires me vont. En particulier le pastel. Excepté le verre d'eau, ça me donne un air palo. On dirait que j'ai la malaria ou un truc comme ça. Ouais, il faut que je me l'achète. Je te laisse. Bref, le personnage détestable le conduit dans la salle de classe où est donné le cours de Sidney Fox. Vous devez être Nigel, hein? Tiens, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à mes cours de macroéconomie à la fac. Attends, t'es allé à la fac, toi? Il y a beaucoup de choses que tu sais pas sur moi, gamin. Ok, donc ensuite, Sidney et Nigel ont une discussion avec le responsable d'un musée qui les introduit à un groupe de 3 Népalais qui a parcouru plus de 10 000 km pour rencontrer Sidney Fox afin de lui parler du fameux bol de Bouddha vu au début de l'épisode. Pendant cette rencontre avec le responsable du musée se produit quelque chose qui me rend dingue et qu'on voit dans de nombreux films et séries depuis toujours. Mais vraiment, ça m'insupporte au possible. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Putain de bordel de chiottes, pourquoi est-ce qu'il lui répond pas là quand il lui demande s'il y a quelque chose qu'il devrait savoir? Mais t'es complètement con ou quoi? Tu sais bien que c'est pour... Oui, je sais que le silence comme réponse est une convention dans les séries télé, les films, voire même les bandes dessinées qui est censée montrer que même sans parler, un personnage peut faire passer un message plus important que s'il n'était pas resté silencieux. Et oui, je sais aussi qu'à travers ce silence, le responsable du musée a voulu dire un truc du genre ah bah si tu savais mon vieux. Mais merde, qu'est-ce que ça m'énerve! Ce procédé a surtout l'air d'être utilisé à toutes les sauces juste parce que c'est pratique et que ça évite d'écrire une ligne de script supplémentaire. En plus, du coup, on peut faire dire ce qu'on veut à ce personnage. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Parce que c'est notre projet! Bref, les Népalais... Ou les beaux bébés. Bref, les Népalais fournissent une carte à Sidney Fox menant vers le bol de Bouddha, lui demandant de retrouver le réceptacle pour le mettre dans un musée à sa gloire. Dans un premier temps hésitante, Sidney accepte en voyant que ces mignons sauvages et leur petit village ont réuni quelques piécettes pour la convaincre. Bon, premier problème. Ben quoi? Je suis désolé, mais ils sont pas pauvres, ils doivent avoir bien plus que ces quelques piécettes qui traînent dans leur village. Alors, soit ils se foutent de sa gueule, soit ils sont radins. Et comment tu sais qu'ils sont pas pauvres? Alors, ils se sont payés 3 allers-retours pour les États-Unis. Je sais pas toi, mais pour moi, ils avaient pas besoin d'être 3 pour aller filer une vieille carte en papier moisi à Sidney Fox. Ils avaient même pas besoin d'aller aux États-Unis en fait, un fax aurait suffi. Bon, admettons qu'ils voulaient protéger la carte pour qu'elle se fasse pas voler. Ok, mais si un seul Népalais avait fait le voyage, ça aurait été suffisant. Ils avaient pas besoin d'être 3 pour ça. Et avec l'argent économisé sur les billets, ils auraient pu payer Sidney Fox pour un travail comme toute personne avec un peu de morale l'aurait fait. Et en sachant qu'un aller-retour Katmandou-New York c'est environ 2000 €, ils auraient pu lui payer son dur labeur 4000 €. J'en conclus donc que ces 3 petits Népalais sont des gros connards. Bref, ensuite on fait la connaissance de Stewie Harper, le rival de Sidney Fox depuis de longues années, qui est engagé par Michael Chan, un banquier hongkongais, pour retrouver le bol de Bouddha qui lui permettrait de sauver son entreprise de la ruine certaine qui l'attend. Putain, il ressemble tellement à Patrick Timsit. Quoi? Mais pas du tout. Mais si, je te jure. Vas-y, regarde en plissant les yeux. Recule la tête. Il surprend Sidney dans sa quête du bol magique, et malgré leur rivalité, n'hésite pas à l'appeler par le doux surnom de... Petite fesse! Petite fesse. Petite fesse! Petite fesse. Bon, après une bagarre avec Patrick Timsit, nos 2 héros se travestissent en autochtones pour échapper à 2 gros bras tout droit sortis d'un boys band des années 90. Malheureusement, alors qu'ils pensaient être tirés d'affaire, ils se rendent compte que Patrick Timsit avait un coup d'avance. Imaginez-vous qu'il peut surgir à tout instant. Décidément, tu es la meilleure, petite fesse! Bref, après quelques péripéties peu intéressantes impliquant Patrick Timsit, Jean-François Derect et une statuette de poisson fait dans un métal qui n'est visiblement pas de l'or, mais qu'ils appellent tout de même poisson d'or, et qui permet de vider une fontaine grâce à un mécanisme non expliqué, fontaine qui contenait une carte vers un temple de Bouddha censé habiter le bol magique, Sidney et Nigel se retrouvent littéralement au pied du mur et ne savent pas quoi faire. Et maintenant? Je n'en sais rien. Ça se termine en queue de poisson. Ah ah ah, c'est marrant parce que c'est un poisson qui les a amenés ici. Donc, après avoir réalisé que le mur au pied duquel ils se trouvaient si désespérés n'était en fait qu'une partie du temple de Bouddha, ils s'y engouffrent en déjouant les pièges laissés par les propriétaires. C'était bien sûr sans compter sur la ténacité de Patoche qui les retrouve pour les coiffer au poteau. Tiens, elle a des problèmes, la petite fesse? Vous croyez que c'était Mahatma Gandhi?
Et ça vous ennuie que je me joigne à vous? Oh putain, le lourd! Bon, ils arrivent enfin devant le bol magique, se disputent pour savoir qui en aura la propriété, Sidney voulant le placer dans un musée de par sa valeur archéologique, et Patrick voulant le revendre pour s'enrichir, et propose d'ailleurs même à Sidney de partager les gains de la vente. Écoute, Sidney, pourquoi est-ce qu'on se bat? Il vaudrait mieux partager. Non, parce que cette antiquité inestimable n'est pas à vendre. C'est à ce moment que des murs s'érigent comme par enchantement autour de nos héros et que du sable se déverse dans la pièce afin de les ensevelir et de ne pas les laisser sortir vivants du temple. Malgré son manque d'originalité, cette scène aura au moins le mérite de permettre à Christian Hanolt, l'acteur qui joue Nigel, d'offrir une des plus belles performances d'acteur depuis Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais en 1947. Okie dokie, Smokey. The Oscar goes to... Crossed Yenam Hold. Oh mon Dieu! Non! Bon, ils sont donc pris au piège dans une prison de sable quand la rusée professeur Sidney Fox a un éclair de génie pour en sortir sain et sauf. Les vibrations. Les vibrations. Les ondes sonores. Les ondes sonores. Les ondes sonores. C'est pas un peu con comme idée, ça? Ah, j'ai rien dit, c'est totalement con en fait. On a réussi! Et ça bouge! C'est totalement con, mais ça marche apparemment. Donc, dans un moment totalement what the fuck, le Jedi à la robe rouge du début de l'épisode nous fait une Sylvain Mirouf et apparaît par magie devant Sidney, Nigel, Patrick et le banquier qui avait engagé Patrick et qui vient d'arriver au même moment, on ne sait pas trop pourquoi. Minable. Ah ouais, donc le banquier là, il a engagé un mec pour faire un boulot. Il le paye une somme bien rondelette, mais fait quand même son boulot à sa place. Ouais, on dirait qu'il a un sens bien aiguisé des affaires. Hein. Tu m'étonnes que sa boîte est en train de faire faillite. Bon, au final, tout est bien qui finit bien. Le Jedi donne le bol à Sidney qui le remet donc au musée en l'honneur de Bouddha. Et Sidney et Nigel ont une conversation débordante de clichés pour amorcer la suite de la saison. Ça ne sera pas toujours aussi dangereux. Ça n'était qu'un léger aperçu. Ah, enfin, c'est fini. Ah non, autant pour moi. Avant la fin de l'épisode, on revoit une dernière fois le personnage le plus détestable dans une série télé, au cas où elle nous aurait manqué. Putain, la pauvre! Bah qui ça? Bah, l'actrice qui la joue me fait tellement pitié. On voit tellement qu'elle veut sortir de ce merdier dans lequel son agent l'a fourré. Elle fait même un regard caméra, comme pour nous demander de l'aide. Voilà, le premier épisode de Sidney Fox l'aventurière est enfin terminé, Dieu merci. Bon, du coup, je te demande pas ce que t'en as pensé, hein? Bah si, vas-y, c'est mieux pour le côté dynamique de la chronique. Attends, vas-y, je recommence. Voilà, le premier épisode de Sidney Fox est enfin terminé, Dieu merci. Oh là là, qu'en as-tu pensé, Bilou? Il me tarde tellement d'avoir ton avis imprévisible sur la série. Tu mets des lunettes, toi, maintenant? Ouais, c'est les nouvelles qu'on voit dans la pub. Quelle pub? Hey, vous! Moi? Oui, vous! Vous êtes myope? Non. Presbyte? Non, pas en ce moment. Vous souffrez peut-être de troubles optiques de la nostalgie. Ce fléau qui touche des millions de Français depuis des années et qui altère le jugement de l'individu sur les œuvres de son enfance. Malheureusement encore tabou, cette maladie discrète a pourtant décimé des familles entières. Mais grâce à la technologie que nous avons développée chez Afflelouch, le simple port de nos lunettes vous permet de juger ces œuvres pour ce qu'elles sont réellement et vous réconcilier avec vos proches. Grâce à nos lunettes, ouvrez les yeux sur votre enfance. Merci Afflelouch. J'en ai pensé que la nostalgie, c'est vraiment de la merde. Avant de revoir la série, j'aurais juré qu'elle était géniale, que les personnages étaient tous super appréciables, que les intrigues étaient originales et les décors splendides. Au final, les acteurs surjouent tous. Non! Les personnages sont pour la plupart inintéressants et souvent même condescendants envers les populations qu'ils visitent. Quand on sera à Boldigaya, on trouvera un bon hôtel où on pourra aller se laver et vider une bouteille de ce qu'ils appellent du vin. Les intrigues, en plus d'être très prévisibles et dignes d'une fanfiction d'Indiana Jones, nous donnent l'impression d'avoir été écrites avec le cul. Ah non, j'étais seulement consultant sur la série. Et les décors font tellement pauvres qu'on a l'impression de regarder un téléfilm allemand d'M6 l'après-midi du genre une babysitter négligente, une inquiétante babysitter ou une babysitter qui aimait trop. Ouais, le chômage est un désastre. Il faut savoir que la série a été tournée en majorité à Toronto, alors que ce qui fait l'intérêt de la série, c'est de suivre Sidney et Nigel dans leur périlleux voyage à travers le monde. Alors, ils sont censés avoir voyagé ici, là, ici et ici. Ah, et là aussi. Mais la plupart des épisodes de la série ont été tournés ici.
C'est probablement la raison pour laquelle la série a un air à la fois si artificiel et sans saveur. Eh, t'es dur, mec. Rappelle-toi qu'elle est sortie en 99, ta série de merde, là. C'est pas une excuse. Tu sais ce qui est sorti aussi en 99? Farscape, The West Wing, Freaks and Geeks, et rien de moins que la série considérée par beaucoup comme la meilleure, Les Sopranos. Ah, ouais, quand même. Bon, la même année, on a aussi eu droit à Roswell, Angel et Power Rangers Lost Galaxy. Ah, tu vois? Bon, pour mettre un peu d'eau dans mon vin, je dois admettre que la série a quelques qualités. Non, en fait, la série a une qualité. Tia Carrere. Mais merde, putain, qu'est-ce qu'elle est cool! Elle recherche des artefacts super mystérieux et magiques, elle a de l'humour. Enfin, son humour consiste exclusivement à dire des punchlines, mais quand même. Et elle botte des culs à longueur d'épisode. Osez me dire que ça, ou ça, ou encore ça, c'est pas cool? Au final, si vous regardiez avec plaisir Sidney Fox quand vous étiez enfant et que vous prend l'idée farfelue voire grotesque de la regarder à nouveau, mon conseil est le suivant. Abstenez-vous, vous risqueriez de vous rendre compte à quel point vous aviez mauvais goût dans votre enfance. Par contre, si vous étiez fan d'Indiana Jones et Tomb Raider, allez regarder Indiana Jones et jouez à Tomb Raider, vous passerez un bien meilleur moment. Voilà, c'est la fin du 3e épisode de Y'a plus de saison. Ah, la purge est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des très nombreuses vidéos que je sors régulièrement. Et à bientôt pour un prochain épisode de Y'a plus de saison. Par contre, au début, t'as dit interprété par son assistant. T'es sûr? Ouais, sûr et certain. Merde! Les artefacts recherchés par Sidney et Nigel, qui ont parfois, hein, pas tout le temps, un ancrage historique bien réel dans le maintenant. L'intérêt... attends, on va recommencer parce que c'était un peu la merde. Vas-y. C'est vrai que c'est pas pratique. Oh putain, merde! Non! Non. La pièce fait 9 mètres carrés, elle est fermée et tout, et l'autre il lâche un gros... Putain. C'est pas un gros. Oui, on n'a pas la même... C'est une perle, tout ça. C'est dégueulasse. Enregistre. Recule la tête. Vas-y, ça fait... En plus, vu que j'ai une tête de merde, ça va être trop marrant, vas-y. Bah, l'actrice qui la joue, elle me fait tellement pitié. On voit qu'elle a envie de sortir de ce merdier dans laquelle son agent l'a fourré. Ah mais non mec. Je te jure. Putain, mais on a 12 ans quoi. Non, t'inquiète. Je la couperai, je sais juste. Bon, ta gueule. Pardon. Pourquoi tu me dis ta gueule? C'est toi qui m'as dit ta gueule. Ah non, je t'ai dit non, t'inquiète. Et à bientôt pour un prochain épisode de Y'a plus de saison.